Où est l'argent? Félix Fangueron se pose la question, et les joueurs de l'équipe de France se sont posé la question forcément, puisqu'il y a toujours un sujet dans les grandes compétitions internationales, il y a cette question des primes. La prime des joueurs de l'équipe de France entre fantasme et négociation. Voilà, on s'est posé cette question aujourd'hui parce que c'est toujours un petit peu romancé. Comment ça s'est passé du côté de l'équipe de France, Philippe? Alors c'est assez simple, sans trahir le secret, puisque je crois que Florian Grill a été assez largement interrogé sur le sujet ces dernières semaines. C'était le gros sujet sensible à un moment de la passation de pouvoir suite aux affaires et au changement de gouvernance. Voilà, les finances de la fédération ne sont pas bonnes, ça c'est un secret pour personne. Cette Coupe du Monde dont on attendait tant financièrement sera pas au rendez-vous des attentes, et donc le sujet des primes des joueurs pour cette Coupe du Monde était vraiment un sujet épineux. Puisque l'idée pour cette gouvernance n'était pas du tout de venir confronter le staff des Bleus et l'équipe nationale et venir perturber cette préparation qui avait déjà démarré. Donc voilà, je pense qu'il faut saluer l'attitude des joueurs, il faut savoir le dire. Aujourd'hui, on a quand même un rugby professionnel dans lequel les joueurs sont très attentifs à la préservation de leur terre à terre aussi. Ouais, terre à terre, et très attentifs à la préservation de leurs droits. Mais là, il y a une délégation de joueurs amenée par les leaders du vestiaire, Julien Marchand, bien sûr Antoine Dupont, Greg Aldrit, qui a rencontré donc Fabien Galtier avec Florian Grill et Jean-Marc Lermet. Et Florian Grill a mis le sujet sur la table de façon très simple en disant voilà, la fédération est en difficulté. Des discussions avaient été menées avec Serge Chimon avant, qui était l'élu en charge des équipes de France. On était sur des niveaux de primes qui étaient très élevés, et donc tu peux pas le dire. C'était plus de 300 000 euros par joueur en cas de titre. En cas de titre, aujourd'hui, on serait autour de 200 000. Exactement. Comment Florian Grill, Jean-Marc Lermet et Fabien Galtier ont pu faire entendre de perdre 100 000 en cas de titre par joueur? Je crois que je ressouligne la responsabilité des joueurs. Qui sont quand même responsables et qui savent que ils ont une institution à préserver. Aujourd'hui, on a quand même des joueurs qui arrivent en équipe de France avec déjà des très grosses rémunérations, des indemnités journalières, des primes de match, des primes en cas de victoire. Donc il y a forcément déjà des revenus élevés, mais l'équation était très simple. Aujourd'hui, dans les contrats avec les sponsors de l'équipe de France, il y a des primes qui se déclenchent à partir de la 3e place. Et donc, pas avant. Non, pas avant. C'est-à-dire que si on élimine en quart, il n'y a pas de prime. En demi, il n'y a pas de prime. Il y a zéro. Il y a juste les primes de match. Oui, que de match. Voilà, il y a que les primes de match, mais qui chiffrent quand même. Donc les primes vraiment de performance, elles interviennent à partir de la 3e place. Et Florian Grill a été très clair. Et c'est pour ça que son message a été si bien entendu par les joueurs. Il a joué la transparence en disant voilà ce que la Fédé gagnera pour la performance de par ses partenaires. Ça vous sera reversé intégralement. Voilà, donc la fédération ne peut pas faire plus que ce qu'elle va recevoir, puisqu'on a déjà des contraintes budgétaires qui sont élevées. Donc les joueurs ont entendu ça. Alors après, on peut débattre. Oui, on peut débattre, parce que quand on regarde la Fédération française de football, malgré la défaite en finale face au Qatar, face à l'Argentine au Qatar, chaque joueur a gagné 500 000 euros. C'est 2 fois et demi ce que pourrait toucher cette équipe de France, quasiment. Pour moi, malgré une défaite en finale. Pour moi, la réponse est assez simple, c'est que nos économies n'ont rien à voir. Et oui, mais elles portent la même nation sur leurs épaules. Bien sûr, mais demain, si tu donnes 200 000 euros de prime pour un champion olympique dans une discipline qui vit difficilement et où les sportifs arrivent même pas à être professionnels, ce sera complètement surdimensionné. Donc il faut forcément ramener ça à l'économie que génère ton sport et à l'impact médiatique qu'il a. Julien Thomas, toi tu négociais les primes, j'imagine, au MHR. Non, juste un rigolant, mais j'en sais rien. Il les prenait juste. Mais tu l'as fait? Non, je le faisais pas. Je jouais pour le plaisir du beau jeu. Il était pas payé. Bénévole. C'était bénévole. Non, c'était pas trop mon dada d'aller chercher ou d'aller pleurer peut-être de l'argent.
ça, ma philosophie, c'était plus d'être performant. Et après, on me proposait que moi aller pleurer et demander et de pas faire la performance sur le terrain. Est-ce que ça te choque comme montant? Ça, c'est personnel. Non, ça me choque pas. Par contre, c'est quand même, je trouve ça relativement bien du groupe, et ça se voit que c'est un groupe sain, du fait de baisser quand même leur prime de 300 000 à 200 000. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui penseraient comme ça, ou peut-être il y en a dans le vestiaire qui l'ont subi, mais en tout cas le groupe de leaders l'a décidé avec la direction. Donc il y a quand même ça à relever, comme quoi il y a quand même de la sérénité qui rentre dans ce rugby français, dans les instances et l'équipe de France, et que surtout d'accepter ça, je pense que ça montre les valeurs un petit peu de cette équipe de France aussi. Là, je trouve ça fait partie des sujets qui peuvent être des sujets de tension, qui illustrent quand même cette intelligence collective en ce moment dans le rugby français. Et honnêtement, je pense qu'il faut encore une fois rendre hommage aux joueurs. C'est difficilement entendable pour des gens qui ont du mal à finir les fins de mois de dire qu'il faut rendre hommage aux joueurs d'avoir accepté de baisser de 300 000 à 200 000 euros, mais ramenons les choses dans leur contexte. Oui. Il y avait des discussions qui avaient été tenues, quelques promesses verbales qui avaient été faites, donc on a demandé aux joueurs de faire un effort. Les joueurs auraient pu dire non. Les joueurs auraient pu dire non, il y aurait une situation de blocage tout de suite. Je crois savoir que Fabien Galtier et son staff tout de suite ont été très facilitants dans la communication. Donc voilà, c'est de très bonnes nouvelles. Et ça a été pour moi le premier signal fort d'apaisement du rugby français. Notamment entre la présidence et le staff de l'équipe de France. Exactement, puisqu'il y avait cette menace un peu sous-jacente de cette proximité entre Fabien Galtier et Bernard Laporte, et la difficulté qu'aurait pu avoir Fabien Galtier à travailler avec un duo Florian Gris, Jean-Marc Lermé. Et tout de suite, quelques jours après l'élection, tu te retrouves avec un sujet compliqué sur la table. Et tout ça a été géré en très bonne intelligence. Et je le répète, je crois qu'il y a eu, de ce que j'en sais, aucune tension dans le vestiaire, que les joueurs ont accepté ça parce qu'encore une fois, l'argument était entendable et argumenté. Et je pense qu'on a vraiment une génération de joueurs qui sont professionnels et qui font attention à la défense de leurs intérêts, mais qui ont quand même une vision de ce que doit être le rugby français, de leur institution, qui leur fait être raisonnable. Ouais. Rémi Dos Santos et Esteban Rania, Quentin Cavani sont dans la discussion, bien évidemment. Un petit point score, Esteban Rania. Oui. Vous tombez bien, Alexandre, puisqu'on vient de changer la première ligne côté néo-zélandais. Sur son premier ballon, Ethan de Groot qui vient de rentrer, il vient d'inscrire son premier essai dans la compétition sur un renversement côté fermé. Une touche et puis renversement côté fermé. Etienne de Groot, premier ballon, premier essai. Donc 43-3 après 48 minutes de jeu avant la transformation, messieurs. Ah, peut-être y arriver au 80. Hein. Ah, on va y arriver au 80. C'est qu'Alex, c'est le frère de Stéphane de Groot. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme les frères, comme les frères Aki. Carton jaune. Comme les frères. Ah non, mais là, j'en peux plus. Comme les frères on peut pas tolérer ce genre de blague. Ah oui. C'est validé, Philippe. Gros Voilà. Vous êtes un horrible personnage. On continue de parler de ces primes des Bleus. On intègre dans la discussion William de Malmort. Bonsoir, William. Oui, bonsoir à tous. Très heureux de t'avoir sur notre antenne. Qui lui veut les primes. Lui, alors toi, est-ce que tu comprends cette négociation qui a été aussi douce entre guillemets? Comment t'expliques que l'équipe de France, chaque joueur a accepté de, en cas de succès, s'asseoir sur 100 000 euros chacun? C'est tout à fait nouveau qu'on parle autant d'argent dans le rugby et le système de primes. Donc ça peut forcément surprendre. Après, si on compare aussi avec le monde de l'entreprise et à des échelles nationales et mondiales au sein de groupes, les discussions autour des primes et des divers salaires, c'est des discussions qu'on a réellement. Donc qu'il y ait eu cette discussion, surprenant pas forcément. En revanche, on va commencer à parler de plus en plus librement d'argent dans le rugby, c'est une bonne chose parce qu'on est professionnel, donc il le faut. Mais oui, que ce soit si ça s'est passé comme ça l'est décrit dans le calme et autour d'un consensus et de la discussion, oui, ça montre aussi que le groupe est peut-être prêt à faire aussi des efforts en restant focus sur la performance terrain. Et donc oui, c'est une nouvelle qui peut être que positive. Est-ce que tu es surpris, William, que les touches ne s'activent qu'à la 3e place, que les primes ne s'activent qu'à la 3e place, ouais? Alors, ce qui serait intéressant de savoir, je ne sais pas si vous l'avez dit ou si j'ai pas entendu avant, mais quelle est justement la différence entre la prime en cas de titre et la prime en cas de 2e et en cas de 3e place? Voir comment c'est dégressif et quel est le système. Parce que la prime existe, oui, mais ce qui me paraîtrait plutôt pertinent, c'est qu'il y ait vraiment un gap relativement important entre le titre et le reste, parce que voilà, il y a quand même un écart énorme entre être champion du monde et ne pas l'être.
Il existe, William, pour répondre à ta question, j'ai pas le détail, mais il commence à y avoir dans les contrats l'apparition de primes après la finale et au moment de la petite finale. Mais c'est bien sûr très éloigné de ce qui se passe en cas d'accession à la finale et bien sûr d'un titre. Donc il y a une forme de cohérence dans tout ça. Est-ce que tu as une idée, Philippe? Tu as le droit de me dire joker, évidemment, puisque tu travailles aussi à la Fédération française de rugby. Est-ce que tu as une idée des primes de match? Une échelle? Ou joker, hein, tu as le droit de me dire joker. Honnêtement, c'est pas pour faire de la langue de bois, mais... Avant, c'était 500 € à domicile, 1005 à l'extérieur et 0 si tu perdais. Voilà, Julien Thomas. En 2000, on n'est plus du tout. Ah oui, en 2008, je te parle parce que quand j'ai pu être dans le groupe, justement, des leaders étaient montés au front. À l'époque de Nalé, Chabal, tout ça, qui étaient allés au front pour augmenter un petit peu ces primes, qui étaient pour eux. Moi, j'étais genou, donc j'étais assis au fond dans ma chaise et je laissais faire. Je peux vous dire qu'il y avait des commentateurs qui gagnaient plus que ça. Et je laissais faire les patrons. Est-ce que tu avais l'entrée en boîte avec la conso avec? Par contre, Esteban Rania, j'ai mis loin des préoccupations. Non, mais c'est... Même en claquette, tu rentres. Non, Philippe, on n'est plus dans ces montants-là. Non, on n'est plus du tout sur ces montants-là. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, un joueur qui fait tous les matchs d'un tournoi, quand l'équipe de France performe, tout confondu, c'est entre 70 et 80 000 euros de un tournoi. C'est compliqué, hein. C'est costaud. C'est pas mal, ouais. Voilà. Julien est dégoûté. Est-ce qu'on peut dire que ça met du beurre dans les épinards? Un joueur aujourd'hui qui... Mais encore une fois, et Julien n'est pas un vieux combattant, mais tu parles il y a combien? 13 ans, 14 ans? Ouais, 2008. 15 ans. 15 ans. Donc, il y a 15 ans, le salaire moyen de top 14, ça devait être péniblement 10-11 000 euros. Ouais. Aujourd'hui, le salaire moyen de top 14, il a dépassé les 20 000 euros. Donc, voilà, encore une fois, c'est pas vieux, mais le professionnalisme dans le rugby, c'est récent. L'évolution a été extrêmement rapide. Donc on a l'impression qu'on peut comparer parce que c'est pas loin, mais en effet, mais il y a déjà un monde. Le budget du Stade Toulousain, qui est le plus gros budget consolidé du top 14 à cette époque-là, devait être de 21-22 millions. Il est à 45 millions aujourd'hui. Donc voilà, c'est allé très vite. Donc aujourd'hui, voilà ce que c'est, quelles sont les échelles. C'est vrai qu'un international français peu blessé, qui fait de belles campagnes et qui enchaîne un tournoi, une tournée d'été, non, mais et avec un Grand Chelem, avec voilà. La prime du Grand Chelem. Là, c'est vrai que ça commence à faire des revenus additionnels au salaire de club qui sont très conséquents. On est loin des chèques cadeaux Intersport ou Decathlon ou Gosport. Hein. Alors on est très loin de ce qu'il y avait à l'époque en fédéral. Mais mais il rigole Julien, mais ça existe. Hein. C'était ça. Mais oui, parce que je suis passé par là. Mais tu méritais pas plus. Les tickets au champ aussi pour faire des courses. Non mais c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. C'est peut-être encore une réalité aujourd'hui dans les divisions fédérales. Un petit point score, Esteban Rania, puisque ça s'alourdit à Toulouse. Ouais, ça va extrêmement vite ici au stadium. Nouvel essai de la Nouvelle-Zélande, c'est Papali'i qui est venu inscrire un essai entre les poteaux sur une attaque vraiment aller-retour des Blacks. Ça joue au large, ça revient sur le grand côté, et puis c'est Papali'i qui vient de transpercer la défense sur une belle action là, des trois quarts néo-zélandais. Ça fait 50-3 puisque Mackenzie va transformer l'essai sous les poteaux. Merci Esteban. Oui, un tout petit mot Julien Non, avant qu'on continue la discussion. Non, oui, c'était sur la mêlée de droite dans les 40 des Blacks. À l'extérieur, ils vont marquer, mais c'est surtout encore une fois le demi-mêlée namibien qui départ du numéro 8 Black et qui se retrouve sur les fesses, qui laisse une percée de 30 mètres. Après Savea, faut l'arrêter quand même. Hein. Oui, mais bon, c'est Savea qui se lève de la mêlée, qui ramasse le ballon et qui démarre. C'est pas Savea lancé de... Tu l'aurais éclaté. Non, mais tu peux mettre un peu plus de pression. Le Namibien aurait pu mettre un peu plus de pression, mais bon, il était arrêté quand même. Mais pour terminer sur le sujet et en parler avec toi, William, donc ces montants-là, ces chiffres-là, tu dis que c'est bien de parler d'argent, mais est-ce que on n'a pas la crainte que le rugby devienne impopulaire financièrement auprès des Français, comme le foot l'est devenu dans les années 2000?
Il faudra l'assumer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre les bons côtés du professionnalisme et ne pas comprendre que ça peut froisser certaines personnes. Mais je me souviens des discussions lorsque l'Angleterre roulait sur tout le monde il y a quelques années, où bien évidemment sportivement ils avaient un temps d'avance, mais où aussi on se demandait s'ils avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance sur nous, sur leur modèle économique, sur l'utilisation de Twickenham qui leur permettait de verser des primes. La réponse est non. Voilà, maintenant on a réussi à équilibrer les choses sportivement, même financièrement, puisque le modèle n'a pas été prêt. La chose qui est un petit peu inquiétante, mais on voit que le rugby apprend aussi, on voit de plus en plus de chefs de gros groupes et d'entreprises devenir présidents, commencer à gérer les clubs. On a de moins en moins le patron de club qui n'est pas gestionnaire, et c'est quand même rassurant parce qu'on voit que nos clubs financièrement tiennent quand même la route. On voit très peu de clubs français qui subissent ce qu'ont vécu les WAS, les Irish, ce genre de situations terribles. Donc on a quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience du rugby français. On est devenu professionnel. Le mot professionnel n'est pas un gros mot. Le mot prime n'est pas insultant non plus. Il y a de plus en plus d'argent brassé. À la limite, peut-être tant mieux, parce que si on est capable de reverser ce type de somme, espérons que nos dirigeants ont quand même les épaules pour le faire. Donc si on le fait, c'est peut-être qu'on a un système qui le permet, donc que le rugby va mieux. Alors avec un rugby qui va mieux en étant un rugby professionnel, bien évidemment qu'on s'éloigne de ce qu'on a pu aimer il y a quelques années, mais si on veut être professionnel et qu'on veut performer avec le rugby de 2023-2024 et les années futures, mais ça passera aussi par un modèle économique bien défini et géré par des personnes dont c'est le métier. Mais le problème, c'est même plus loin, c'est que Alexandre, tu dis de parler d'argent ou autre, est-ce que ça va pas être un problème pour le rugby français? Tu peux heurter culturel, c'est de société. En France, qui parle d'argent, c'est un tabou. Celui qui a de l'argent ou celui qui est riche, et ça va être et c'est pareil. Dans les autres pays, ça se passe pas comme ça. Si tu réussis à gagner ta vie. On voit bien qu'en France, ça pose problème, alors. Et c'est ça la problématique, c'est que c'est un sujet tabou de parler d'argent. Les primes, bien sûr, on les félicite, ils les ont baissées, etc., notamment pour la prime de finale, mais après, si on leur donne 300 000, on leur donne 300 000, tant mieux pour eux, ils vont pas dire non, j'en veux que 20. Il y a ça aussi. Non, mais il y a le risque qu'un jour, on ait quelqu'un qui nous dise, le rugby, là, c'est des mecs qui courent derrière un ballon et puis, ils gagnent de la thune et c'est dégueulasse. On l'entend dans le foot, ça. Oui. On l'entend dans le foot. Qu'est-ce qui peut protéger le rugby de ça? Eh bien rien, l'idéologie de la société, des valeurs, de démocratiser peut-être idéologiquement ce côté argent. On n'est pas prêt d'avoir le débat, parce que aujourd'hui, si on est sur des échelles, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec. Il y a bien des gens qui doivent se dire, en nous écoutant là actuellement, mais bien sûr, se dire, on parle de chiffres ahurissants. Vous vous rendez compte que là, si je comprends bien, il y a des joueurs potentiellement qui gagnent en un match ce que des gens gagnent en un an. En plus qu'un an. En plus. Non mais en un match, je parle pas de la Coupe du Monde, je parle par match de Coupe du Monde. On n'est pas loin quand même d'idées dans des très bas salaires, d'accord, mais si tu divises la prime par le nombre de matchs joués, on n'est pas loin d'une année de SMIC par match joué. Vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, c'est du rugby, on adore les valeurs et tout ça, mais il y a un moment sociologiquement, comment t'expliques ça à des gens, quoi? Oui, mais tu t'en donnes les moyens, des sacrifices, tu as travaillé pour. Un chirurgien qui va gagner. Il a fait des études, peut-être. Ouais, mais il n'y a pas 80 000 personnes qui vont le voir au stade. Voilà. Le chirurgien qui refait des implants, il sauve personne. Après, il y en a qui font les deux, qui sont les dentistes et le plus malin, et qui joue au rugby à côté en plus. Messieurs, juste un point score. Là, on rentre dans un débat. Alors, je comprends que tu veuilles alimenter avec des questions un peu. Non, mais je me pose la question. C'est pas provoque. Non, honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui. Alors, je vais faire attention, comme tu disais, faire attention à ce que je raconte. Mais j'ai l'impression, malgré tout, que même si les échelles sont élevées, on reste dans un truc entendable pour les gens. C'est des montants très élevés. Et bien sûr que des gens qui galèrent se diront c'est exagéré. Mais malgré tout, on reste dans un truc raisonné. On n'est pas dans les millions du foot où on se demande d'où ça vient, qu'est-ce qui le légitime. Aujourd'hui, le rugby s'est donné les moyens, comme le disait Julien. On a une économie qui est quand même plutôt raisonnée, qui est cohérente. Il n'y a pas trop de spéculation. Et les montants dont on parle, on le voit quand on revient au débat, mais quand Florian Grill dit aux joueurs, voilà,
voilà ce qu'on est capable de faire parce que factuellement, les contrats négociés permettent de dégager ça si vous êtes performant. C'est extrêmement cohérent. Merci Philippe d'avoir en tout cas nous avoir éclairé sur ce point-là. On continue.